commence? Oui, c'est bon. Commence. Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à tous les présidents qui ont tenu, et autres, qui ont tenu la durée et qui sont là encore pour écouter toutes ces conférences qui sont absolument passionnantes. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Philippe Grangier, qui est directeur de recherche au laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'optique, directeur de recherche au CNRS. Et donc, Philippe Grangier est un physicien, spécialiste, alors français, faut-il le préciser, spécialiste de mécanique quantique et qui a fait sa thèse sous la direction d'Alain Aspect, a donc participé à l'expérience d'Aspect, que chacun connaît, donc je ne m'y arrêterai pas. Je suis sûr que tout le monde connaît l'expérience d'Aspect. Voilà, Philippe Grangier, par ailleurs professeur à l'école polytechnique, et il a réalisé de nombreuses études expérimentales sur les propriétés non classiques de la lumière, état à un seul photon, état comprimé, et mesure QND, dont je me suis fait dire que ça voulait dire quantum non-destructive. C'est bien ça. Donc maintenant que je vous ai fait cette explication, vous avez tout compris. Mais vous comprendrez mieux bientôt. L'expérience d'Alain Aspect. Alors, moi, je peux vous expliquer... C'est pas gentil, ça. Je peux vous expliquer, mais je suggère plutôt de vous adresser à Philippe Grangier. J'expliquerai si vous le souhaitez. Bien, et donc, il utilise actuellement les méthodes et les outils de l'optique quantique dans le cadre du traitement quantique de l'information. Alors, je ne sais jamais si on dit quantique ou quantique, parce que j'entends les deux. Bon, peu importe. On n'est pas assez clair. Voilà, il est aussi membre du conseil scientifique de la start-up Securenet, qui exploite des applications de ses travaux en cryptographie quantique. Alors, Philippe Grangier a reçu le prix Charles H. Townes de l'Optical Society of America. Je me suis fait traduire aussi cet acronyme, pour des avancées majeures en optique quantique fondamentale, basées sur l'invention ou le développement de méthodes et de techniques expérimentales qui ont conduit à des applications innovantes. Alors, je vais faire une toute petite introduction à cette dernière conférence de la journée, rapide, parce que vous aurez noté qu'on a pris naturellement la plus incompétente de cette assemblée pour faire cette introduction. Donc, je vais faire avec, et vous aussi. Dans le domaine. Dans le domaine, naturellement, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je rappellerai simplement, et je pense que Philippe Grangier va nous en reparler un peu en détail, parce que le temps est quand même limité, qu'il y a eu deux révolutions quantiques, en quelque sorte, la découverte de la nature quantique de la matière et de l'énergie au début du XXe siècle, et puis la seconde révolution quantique dans les années 60, qui, du coup, ont, dans l'une et l'autre, conduit à de nouvelles avancées dans la compréhension de la matière, de l'univers, et dans la capacité d'observer et de décrypter des phénomènes, voire de les prédire, dans différentes dimensions. Alors, cette mécanique quantique en particulier a entraîné des conséquences inimaginables il y a encore quelques années, donc très rapidement, et un flagship européen a été lancé pour positionner l'Europe sur ces technologies. Mais je crois comprendre, on vous l'a annoncé dans cette petit résumé, mais je pense que Philippe Grangier en reparlera, que la concurrence est rude et que les USA, la Chine, le Japon, sans compter évidemment de très grandes sociétés privées, sont elles-mêmes lancées dans une course pour développer ces technologies quantiques dans différents domaines, et que la concurrence est rude, effectivement, et donc les investissements importants. Et là, nous nous heurtons, je dirais, à un problème que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de domaines, mais beaucoup plus dans ceux-là qui nécessitent des investissements très importants. C'est que la dimension, en fait, qui serait souhaitable, c'est celle de l'Europe pour ce type d'investissement. Enfin, en tout cas, ça serait souhaitable aussi au niveau de la France, naturellement. Mais je pense que c'est plutôt au niveau de l'Europe qu'on peut espérer trouver des investissements qui soient à la hauteur. Et que, malheureusement... Moi, je ne sais pas si vous êtes frappé comme moi, mais enfin, on compare toujours les performances scientifiques de la France, de l'Allemagne, de l'Italie à celles des États-Unis ou de la Chine. Et franchement, je pense que s'il fallait comparer quelque chose, il faudrait comparer l'Europe
aux États-Unis et à la Chine. Ça n'a pas tellement de sens de faire autrement. Sauf que, naturellement, nous le savons tous, il n'y a pas de gouvernement européen, alors qu'il existe, il n'y a pas d'État européen, plus exactement, alors qu'il existe un État chinois et un État unien, un État américain, on va dire, Amérique du Nord. Alors, je laisse cette réflexion qui est plus une réflexion de type SHS que scientifique, mais malgré tout qui vous concerne certainement tous, je la laisse à votre méditation. Donc, je citerai simplement, parce que je pense Philippe Grangier y reviendra, quelques domaines dans lesquels la révolution quantique a permis de développer de nouvelles découvertes et de nouvelles applications, donc la cryptologie quantique, les simulateurs quantiques, les ordinateurs quantiques qui commencent à devenir une réalité, et puis des impacts dans le domaine, entre autres, de la chimie, avec la possibilité de prédiction de molécules et de leurs interactions, de l'intelligence artificielle, on en a un peu parlé ce matin, de la prédiction dans le domaine financier peut-être. Enfin, il y a encore des potentialités manifestement très importantes de développement dont on parlera plus en détail, je pense, dans un instant. Alors, ces nouvelles opportunités, je dirais, nécessitent évidemment de former de nouveaux ingénieurs qui comprennent les possibilités, des informaticiens qui développent de nouveaux algorithmes, des chercheurs capables de développer ces possibilités, de nouveaux calculateurs. Et nous sommes évidemment affrontés à la question à la fois des moyens d'investissement pour les calculateurs et puis de l'interdisciplinarité, puisque il est clair qu'il faut pouvoir travailler avec plusieurs disciplines. Mais bien entendu, il faut aussi être très pointu dans sa discipline. C'est quelque chose dont on a déjà commencé à parler. C'est tout le problème de l'interdisciplinarité et de que peut-on faire, si on peut faire quelque chose pour aider à la développer, pour faire en sorte qu'arrivent de nouvelles générations qui soient mieux préparées, je dirais, à travailler à ces interfaces que de nos jours, ou qu'il y en ait plus qui soient préparés à le faire. Voilà. Et puis, comment se positionner, bien sûr, pour rester en premier niveau, je dirais, dans la compétition. Alors, dans tout cela, évidemment, j'ai évité de faire remarquer à quel point je suis totalement dans l'incompréhension par rapport à ce qu'est véritablement la physique quantique, mais en tout cas absolument fascinée parce qu'il me semble que c'est un objet théorique qui est développé, qui donne lieu à beaucoup de développement, de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de penser l'univers et les rapports des choses entre elles, et que peut-être, enfin en tout cas c'est un peu ce que j'entends, au fond personne n'est véritablement complètement à l'aise avec la compréhension réelle en fait du fond des choses. Même des physiciens m'ont dit ça, donc ça m'a un tout petit peu consolé. Je vais le redire. Voilà. Donc je laisse parler Philippe Grangier, sera certainement beaucoup plus intéressant. Bien, merci beaucoup pour cette gentille introduction. C'est un vrai plaisir d'être ici parce que la variété des sujets et l'actualité des sujets aussi qu'on aborde est vraiment passionnante. Donc je vais essayer de parler de technologie quantique. Sachant que mon auditoire n'est pas un auditoire de physicien, mais bon, on fera. Donc, d'abord, qu'est-ce que la physique quantique? Pour répondre à votre question, donc, ça s'appelle la mécanique quantique. C'est une théorie qui a été élaborée à la fin des années 20 avec des grands noms comme Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Born. Ça a été un petit peu chaotique. Je parlerai un petit peu du chaos initial. J'aime bien dire à mes étudiants que c'est un candidat valable au titre de plus grande aventure intellectuelle du XXe siècle. C'est plus étonnant que la relativité, plus étonnant que la psychanalyse. C'est vraiment étonnant. Et c'est ça que je voudrais aussi vous montrer. Donc, il y a en fait, vous savez, deux théories qui sont à la base de la physique actuelle. C'est la mécanique quantique et la relativité restreinte. La relativité générale, celle de la gravitation, est encore un peu en dehors. Mais donc, c'est la théorie qui est à la base de notre compréhension physique de tout le monde qui nous entoure. C'est-à-dire en physique classique, par exemple, simplement la matière n'est pas stable. Elle devrait s'effondrer sur elle-même en rayonnant de la lumière. On sait que la matière est stable puisqu'on est là. C'est incompréhensible sans la physique quantique. Pareil pour la nature de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Alors je vais beaucoup en parler. Les interactions entre la matière et la lumière et tout ça, etc. Tout ceci s'explique grâce à la physique quantique. Donc les succès de la physique quantique sont réellement gigantesques, ils ont changé notre vie, le formalisme est parfaitement cohérent, il y a d'innombrables applications, je vais beaucoup revenir là-dessus, le transistor, l'électronique et l'informatique, le laser, les télécommunications, la société de l'information, si vous voulez, c'est une société qui est déjà complètement quantique, parce que, et c'est ce qu'on a, je vais le redire aussi, ce qu'on appelle la première révolution quantique.
Alors on peut dire, ben, tout baigne. Alors il y a quelque chose, oui, que c'est ce que vous venez de dire, que la mécanique quantique conserve un caractère un peu mystérieux, parce qu'en fait, elle est tellement différente de la physique classique, elle est non déterministe, elle est non locale, j'essayerai d'en dire un petit mot en un certain sens. Il n'y a pas de correspondance simple entre les objets quantiques élémentaires et le monde macroscopique. Vous avez peut-être entendu parler de chat de Schrödinger, choses comme ça. J'en parlerai pas, mais je peux en parler si vous me demandez. Mais ça dit que vraiment, il y a eu un choc intuitif. Ça a complètement bouleversé nos intuitions, et c'est à ce titre-là que je parle de grande aventure intellectuelle. Donc il y a eu d'abord la première révolution quantique, celle qui a fait tout ce que je viens de dire, et puis depuis 35 ans à peu près, depuis le début des années 80, je dirais, on assiste à cette seconde révolution quantique. Je crois que c'est Alain Aspect qui avait commencé à parler de ça, mais beaucoup de gens en ont parlé. Et ce qui a tout changé depuis le début des années 80, c'est qu'on a un accès direct maintenant, et ça je vais vous en montrer plein d'exemples, au monde des atomes. C'est-à-dire prendre un seul atome, prendre un seul photon, prendre un seul presque n'importe quoi de tout petit, on sait le faire. Et même dans mon labo, c'est une réalité quotidienne. Et ça a vraiment tout changé parce que les inventeurs de la mécanique quantique considéraient que c'était une théorie statistique qui s'appliquait à de très très grands nombres d'atomes. C'est plus vrai du tout. Maintenant, c'est des atomes un par un, et ça je vais beaucoup en parler. Et donc c'est un élément de cette révolution quantique. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a des propriétés bizarres. Alors je vais aussi essayer de vous en parler, superposition linéaire, l'intrication, qui sont déjà très paradoxales. Les gens l'avaient compris dès le début. Einstein et tout ça avaient compris que c'était très bizarre. Mais quand vous en avez plus qu'un, ça vous saute à la figure. Vous ne pouvez pas manquer, en quelque sorte. Donc toutes ces propriétés bizarres, paradoxales, jouent un rôle essentiel. Et c'est la combinaison de ces deux arguments, en quelque sorte, qui constitue cette révolution quantique, et que je vais essayer de vous expliquer. Donc je vais commencer par faire un peu de physique. Normalement, je commence là. Hein. Mais vu la diversité de l'auditoire, je vais quand même essayer de faire un peu de physique. Pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est qu'un bit quantique, par exemple. Voilà. Et puis après, je parlerai de ce qui se passe en ce moment. Je donnerai un exemple en fonction du temps sur la cryptographie quantique, et puis un petit peu sur ce qui se passe en France. Donc un peu de physique pour commencer. Alors tout le monde a commencé à faire de l'histoire. Alors moi je remonte carrément aux Égyptiens avec la question qu'est-ce que la lumière? Et donc c'est la stèle de Taperet au Louvre. Donc les Égyptiens avaient une réponse, la lumière c'est des fleurs. D'accord? Parce que là, c'est la princesse Taperet qui prend un bain de soleil. Et là, c'est le dieu Ra, qui l'inonde de fleurs. Bon, ça prouve, en tout cas, c'est clair, il y a eu, depuis l'origine de l'humanité, les gens se demandent qu'est-ce que c'est que la lumière, est-ce que ça va de l'œil vers l'objet, de l'objet vers l'œil, pourquoi est-ce qu'on ne voit rien la nuit, tout ce qu'on veut. Bon, c'était pré-scientifique. L'époque scientifique a commencé au XVIIe siècle avec Descartes et Huygens, et ça a commencé par une engueulade en quelque sorte, parce que Descartes voulait que la lumière soit formée de particules, et puis Huygens voulait que ce soit des ondes, un peu comme des ondes à la surface de l'eau. Alors on ne savait pas de quelle eau il s'agissait, c'était un milieu qu'on a appelé l'éther pendant très longtemps, qui portait ces ondes. Puis là c'était des particules, c'était plus simple. Ça n'a pas vraiment convergé, ils n'avaient pas encore tout à fait les moyens mathématiques de leurs ambitions. Bon, donc on est passé au 18e, et le 18e, Newton a décidé que c'était des particules, donc ça a été fini pendant un siècle et demi, parce que l'autorité de Newton était telle qu'il n'y avait plus le choix. Mais évidemment, ça n'a pas duré. Au 19e siècle, c'est redevenu des ondes. Et donc, en particulier, Augustin Fresnel, à l'école polytechnique, Young, en Angleterre, on fait des tas d'expériences très spectaculaires qui ont montré que la lumière était vraiment ondulatoire. Et puis ça a culminé dans des équations, équations de Maxwell, à la fin du 19e siècle, qui sont un monument de la physique, qui ont unifié l'électricité, le magnétisme, qui ont créé les ondes magnétiques, les ondes électromagnétiques, la lumière, les ondes radio et tout ça. C'est tout dans les équations de Maxwell. Donc il y avait des chants de triomphe à la fin du 19e siècle que ce problème était réglé. Et évidemment, patatras, sont arrivés Planck et Einstein au début du 20e, qui nous ont dit que non, c'est des petits grains, c'est des photons. Alors, vous voyez que c'était un peu compliqué. Et en particulier, ce concept de photon a été extrêmement difficile à admettre par les physiciens, parce que les équations de Maxwell, je vous dis, c'est un monument de la physique, et ça dit que ce sont des ondes, pas des particules. Donc, faire rentrer des particules dans des ondes, conceptuellement, ça ne va pas. Il y a même des contradictions, en fait. Ça a été montré aussi par la suite. Donc, il y a eu un Millikan qui a fait des expériences pendant 10 ans. Donc, le photon, il y a eu Planck en 1900 qui a commencé à introduire cette idée de grain de lumière. Ensuite, Einstein, en 1905, c'était l'effet photoélectrique. Et puis après, il y a eu 10 ans d'expérience de Millikan. Jusqu'en 1915, il voulait montrer que le truc d'Einstein ne tenait pas debout. Il en a conclu que le truc d'Einstein avait raison, qu'il y avait bien des grains de lumière. Sinon, on comprend
comprenons. On était incapable d'expliquer l'effet photoélectrique. Donc Einstein a eu le prix Nobel en 21, pas pour la relativité, pour l'effet photoélectrique. Millikan, le prix Nobel, donc il fait la tête, là, malgré son prix Nobel. Alors, on dit c'est parce qu'il n'a pas réussi à montrer qu'Einstein s'était trompé. Donc les photons sont bien des particules, donc c'était un peu la panique, mais ce qui a d'une certaine façon réconcilié tout le monde, c'est qu'on a compris qu'en fait tout a une double nature, ondulatoire et corpusculaire. Et en particulier les particules qu'on croyait être des particules, grâce à De Broglie, à des tas d'expériences aussi, Davison-Germer, etc., ont exhibé des comportements ondulatoires. Donc en fait, tout devenait ondes et corpuscules, et il fallait faire une théorie pour expliquer ça, et ça a été la physique quantique. Alors, c'était complètement pas naturel. Je vous ai dit, il y a vraiment un gap conceptuel. Donc, par exemple, Schrödinger, c'est lui qui est vraiment un des pères fondateurs, a dit en 1952 que ok, la mécanique quantique marche, mais la manipulation d'objets élémentaires uniques est irréaliste et entraînait des conséquences ridicules, du même ordre que si on ressuscitait un ichthyosaure. C'est ça qu'il a dit. Donc vraiment, si vous voulez, il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Alors, une petite expérience qui serait un cauchemar pour Schrödinger, c'est un pistolet à photons. Puisqu'un photon, c'est un tout petit grain d'énergie. J'ai un pistolet, puis chaque fois que j'appuie sur la détente, bam, j'émets un photon. Voilà. Donc cet objet peut-il exister? Alors, ce qu'il faut bien, c'est un pistolet à photons. Donc, il faut bien comprendre que donc, un photon, c'est tout petit. C'est h nu, c'est 10-19 joules. Ça veut dire qu'une source, une lampe comme ça, émet 10 puissance 20 photons par seconde. C'est 100 milliards de photons par seconde. J'en veux un seul. Et un seul quand je veux. Alors, comment faire ça? Le truc, bon, c'est intuitif. Si jamais j'avais un seul atome et que j'excitais mon seul atome, il émettrait un seul photon. Donc essayons d'avoir un seul atome. Dans un morceau de n'importe quoi, il y a 10 puissance 23 atomes. Donc ça reporte le problème. Mais en fait, ce n'est pas tant que ça. Parce que si on prend du diamant, par exemple, on a des petits grains de diamant. Et dans ces petits grains de diamant, il y a des défauts. Donc c'est des atomes d'azote couplés à des lacunes. Ça s'appelle des centres NV. Et dans un morceau raisonnable de diamant, on peut en avoir un seul de ces centres. Donc si on excite ce centre, ce qu'on va récolter, juste parce qu'il y a un seul atome émetteur, tous les atomes de carbone qui sont autour, le diamant c'est surtout du carbone, donc tout ça ne va rien faire en fait, et c'est simplement ce centre qui va émettre de la lumière. C'est tout bête et ça marche. Vous prenez votre petit bout de diamant, vous le mettez sous un microscope, vous envoyez un coup de laser. Alors, donc la taille d'un atome, c'est tout petit. Hein. On parlait du micron tout à l'heure, là c'est l'angstrom, c'est un 10 millième de micron. Mais si je mets ça sous un microscope et que je l'éclaire, et que j'ai qu'un seul atome, je vais récupérer un seul photon. C'est tout bête et ça marche parfaitement. Bon, plein de gens ont fait cette manip-là, et on l'a faite aussi. Donc, si on envoie des coups de laser, c'est facile. Alors, dans le laser, il y a des myriades de photons, mais comme il n'y a qu'un seul atome, on récupère des photons un par un. Donc, vous voyez, mon pistolet existe. Alors ça, c'est une expérience qu'on a faite il y a une quinzaine d'années. Ça, c'est une compagnie française qui vient de se créer et qui vend des sources qui émettent des photons un par un. Alors, ce n'est pas du diamant, c'est des semi-conducteurs, ça s'appelle Quandela. Ils viennent de gagner un prix. Voilà, ce prix. Et donc, vous pouvez acheter ça. Alors, c'est un peu compliqué, il faut mettre ça dans un cryostat. Mais enfin, bon, c'est excité électriquement, et puis c'est une source qui se comporte exactement comme mon petit pistolet ici. Donc quand je vous disais, si vous voulez, qu'on a un accès aux objets quantiques élémentaires, c'est vraiment illustré par ça. Alors ensuite, bon, on a ces photons. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, encore plus de physique. Donc, je suis obligé de parler un petit peu de polarisation de la lumière. Alors, bon, voilà. Donc, la lumière se propage. Donc, si j'envoie de la lumière le long du pointillé, ici, elle vibre transversalement à cette direction de propagation. Donc ça, c'est Fresnel qui l'avait trouvé, en fait. C'est aussi dans les équations de Maxwell. Mais on dispose de polariseurs, donc c'est des petits objets matériels, des cristaux par exemple, qu'on met sur le faisceau lumineux. Et après, la direction de vibration de la lumière, qui est donc perpendiculaire à sa direction de propagation, qui est toujours celle-là, est fixée. Donc là, par exemple, elle est verticale. Puis j'ai aussi des petites boîtes qu'on appelle polariseurs à deux voies. Là, si j'envoie n'importe quoi, ça va séparer mon faisceau lumineux en deux parties. Un qui sera, où la vibration sera comme ça, et l'autre qui sera comme ça. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça un peu plus tard. Alors après, on peut en mettre plusieurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que si ma lumière vibre comme ça et que je l'envoie à nouveau dans un polariseur comme ça, elle sort à coup sûr comme ça, en vibrant toujours comme ça. C'est un espèce de filtre, si vous voulez, on trie. Et puis si elle est comme ça, elle va être déviée à coup sûr et sortir comme ça. Et puis si elle est n'importe quoi, bon ça c'est
c'est PPT qui me fait des crasses. Mais si l'angle ici est un angle quelconque, représenté par un petit carré, eh bien le faisceau se divise. Il y en a une partie qui est en cosinus carré de cet angle, en fait, et une partie en sinus carré de cet angle qui sort des deux côtés. Voilà, donc ça, c'est la polarisation de la lumière. Je vous en dis un petit mot pour que vous ignoriez tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une façon très commode de coder de l'information sur un seul photon. Si maintenant j'ai un seul photon, eh bien, je peux coder un bit sur mon photon. Je décide que la polarisation verticale, c'est le bit 1, et la polarisation horizontale, c'est le bit 0. Donc je peux écrire ça sur mon photon. La polarisation est une propriété physique du photon, même si j'en ai qu'un. Donc ma source à photon unique, je peux écrire des bits sur mon photon. C'est pour ça que je vous en parle, hein, parce que je veux traiter de l'information. Donc si c'est 1, eh ben je mets mon fameux polariseur, je trouve ici 1, j'ai un clic, là, mon photon est là, donc je sais que j'ai envoyé un bit 1. Et puis si c'est là, ben, j'ai un bit 0. OK. Donc tout baigne en quelque sorte, je code de l'information sur mon photon. Et le résultat est déterministe. Alors évidemment, comme ça, ce serait toujours pas très intéressant, mais cette direction est aléatoire. Donc je peux décider que le 1 est à 45 degrés et le 0 est à 135 degrés, de l'autre côté ici. Et ils sont toujours orthogonaux. J'envoie ça sur le même polariseur. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est mon cosinus carré, sinus carré qui fait 1,5, 1,5. Donc là, la sortie est complètement aléatoire. Et il n'existe absolument plus, une fois que j'ai détecté mon photon, j'ai perdu mon information parce qu'il est sorti n'importe où et j'ai détruit mon photon. Donc ça veut dire ça en termes clairs, si je vous envoie un photon polarisé comme ça ou comme ça en vous disant il est comme ça ou comme ça, vous pouvez le lire parfaitement bien. Si je l'envoie polarisé comme ceci ou comme cela, et que je ne vous dis pas à l'avance ce que c'est, que vous vous trompez comme ça, vous perdez le résultat et vous le détruisez. Et là, c'est vraiment cet indéterminisme qui apparaît là est vraiment fondamental. On peut dire en plaisantant, Dieu lui-même ne peut pas connaître le résultat. Sinon, la théorie deviendrait incohérente. On peut dire, bah, c'est idiot, pourquoi faire ça? Ben, en fait, il suffit de tourner mon polariseur ici pour le réaligner avec ses directions. Et là, rebelote, on retrouve le bit. Donc là, c'est parfaitement déterministe à nouveau. Donc là, c'est déterministe, là, c'est n'importe quoi. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Donc ce comportement est plus qu'étrange. Parce que quand vous avez un truc qui vibre, normalement, vous regardez la vibration et puis vous la voyez. Là, vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Si je veux connaître cette vibration, il faut que j'envoie mon photon à travers ma petite boîte, là, que je le détecte. Et si je me trompe, ben, je détruis l'information. Donc on extrait l'information si et seulement si la base d'écriture et la base de lecture sont identiques. Sinon, on détruit cette information. Et ça, c'est un peu paradoxal. Et ce qu'on en conclut, c'est que le photon polarisé est un bit quantique. C'est un qubit. Donc c'est un exemple de propriété d'un qubit, il y en a beaucoup d'autres, mais vous voyez que c'est un objet qui peut porter de l'information, mais si je vous donne le photon sans vous dire s'il est polarisé comme ceci ou comme cela, vous ne pouvez pas le détecter. En fait. Vous allez forcément vous tromper. Et ça, c'est la base physique de la cryptographie quantique dont je parlerai tout à l'heure. Alors, juste des petites équations. Donc, évidemment, il y a un énorme formalisme mathématique extrêmement efficace derrière tout ça, ça s'appelle les espaces de Hilbert. Donc, si je représente mes polarisations par verticale et horizontale, les polarisations penchées, la gauche ou droite, ben, en fait, ça, c'est des vecteurs, et c'est la somme et la différence des deux vecteurs. Et donc, quand vous savez que des vecteurs, vous devez rappeler ça terminal, quand on fait des sommes et des différences de vecteurs, ça fait un nouveau vecteur. Et ça s'appelle le principe de superposition linéaire. Et c'est à la base de tout ce que je viens de vous dire. D'accord? Et alors, c'est un espèce de jargon qu'on voit apparaître dès qu'il y a la mécanique quantique. On vous dit, il y a des superpositions. Les superpositions, c'est ça. D'accord? Alors, évidemment, après, ça se complique si je mets deux photons. Si je mets deux photons, ben, je peux dire ils sont tous les deux verticaux ou tous les deux horizontaux. Puis, je peux faire la somme et la différence. Je vais dire, ben, là, ils vont être tous les deux à 45 degrés, dans un sens ou dans l'autre. Alors là, complètement faux. Ces états-là sont des états très bizarres, qu'on appelle états de Bell, où la polarisation d'un photon est complètement aléatoire, mais parfaitement corrélée avec celle de l'autre photon. Donc ça, c'est les fameuses expériences d'aspect. C'est l'existence de ces états qui a été testée dans l'expérience d'aspect. On avait des paires de photons et on a démontré que ces états existent. On les a vus. D'accord? Donc chaque photon est complètement aléatoire, mais les résultats de mesure sont parfaitement corrélés. Donc ça a des implications sur ce qu'on appelle la non-localité quantique, parce qu'ils restent corrélés même s'ils sont très éloignés. Et ces corrélations ne peuvent être décrites par aucun modèle classique. Donc c'est démontré par des inégalités qu'on appelle inégalités de Bell. Et ce comportement est déjà assez bizarre, mais celui-ci est encore plus bizarre, et il s'appelle l'intrication.
Voilà, donc c'était la fin de mon petit topo sur la physique. Si vous n'avez rien compris jusque-là, pas de panique. Tout va bien, vous allez vous rattraper maintenant. Donc, je reviens sur Terre. Il y a donc 2 révolutions quantiques. La première qui nous a donné les lasers, la microélectronique et qui a transformé notre vie. Et la deuxième qui est en cours, qui apparaît lorsqu'on obtient les objets quantiques individuels, la superposition et l'intrication. Et maintenant, vous savez ce que c'est. Tandis que si j'avais commencé par ça, vous n'auriez pas su. Et ça ouvre voie à des modèles révolutionnaires pour traiter et manipuler l'information portée par ces objets. Donc, un laser, par exemple, ça devient cette source Quandela qui émet des photons un par un. Et qui peut donc envoyer de l'information cryptée. Et puis les bits classiques ont un correspondant quantique qui est un bit quantique comme un photon, mais c'est plus des photons, c'est d'autres objets quantiques. Par exemple, ça peut être des circuits supraconducteurs. Donc ça c'est une photo qui vient du CEA Saclay. Et tout le bazar que vous entendez, dont je vais reparler, Google, IBM et tout ça, ceux qui font, c'est ça. Et voilà, mais je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors on peut faire plein de choses. Donc, les gens disent couramment il y a 4 piliers, 4 grands axes. Ce qu'on peut faire, c'est des capteurs et de la métrologie quantique. Alors, la métrologie quantique a déjà envahi notre vie, puisque l'objet le plus basique en métrologie quantique, c'est les horloges atomiques. Et les horloges atomiques, ça sert au... Hein? Oui, Paul, au GPS. Donc, vous avez tout ça dans vos poches. Pour faire marcher un GPS, il faut des satellites. Et dans les satellites, il y a des horloges atomiques. Et les horloges atomiques, il n'y a pas plus quantique. Mais par contre, on peut faire encore plus quantique que des horloges atomiques en les faisant marcher mieux, en poussant leur sensibilité à ce qu'on appelle au-delà de la limite. Il y a des choses qu'on appelle limites quantiques, mais en fait, c'est des fausses limites. On peut justement les contourner en utilisant ces technologies quantiques. On peut faire aussi, donc si on veut faire des capteurs vraiment très petits, dont l'élément sensible est un seul atome, comme je l'ai déjà dit. Et donc, par exemple, on parlait de biologie, il y a des gens qui imaginent avec ça d'aller mesurer un champ magnétique à l'intérieur d'une molécule. On met un seul atome contrôlé dans une molécule et puis on arrive à lire en fait un champ magnétique dans une molécule. Donc ça peut avoir des applications donc, pour les horloges, le GPS, les magnétromètres ultra résolvants aussi bien en sensibilité qu'en résolution spatiale, donc les gravimètres, la navigation inertielle, la géophysique. Donc les gravimètres, ça sert à voir la gravité. La gravité, ça sert à quoi? Ça sert à voir s'il y a un truc enterré, de l'eau, du pétrole ou quoi que ce soit. Et ces engins atteignent maintenant des sensibilités extraordinaires. Donc ça, c'est une voie assez avancée, en fait, qui intéresse beaucoup les industriels. Après, il y a quelque chose qu'on appelle les simulations quantiques. Alors là, l'idée, c'est qu'il y a plein d'objets. Prenez par exemple une étoile à neutrons. C'est un objet très quantique, mais évidemment très éloigné et pas très accessible. Il y a aussi un supraconducteur haute température qui pourrait avoir des tas d'applications, mais qui est difficile à contrôler. Donc l'idée, là, c'est qu'on prend des systèmes qu'on sait très bien contrôler. C'est essentiellement des assemblées d'atomes ultra-froids. Et ces assemblées d'atomes ultra-froids simulent l'objet qui nous intéresse, comme autrefois, dans les souffleries, on simulait des avions avec des maquettes. Mais là, on simule un objet quantique par un autre objet quantique. Alors ça, c'est des trucs qu'on a fait dans mon labo. Donc chacun de ces petits points est un seul atome. Tout à l'heure, je vous mettais vraiment... Donc ces atomes sont tenus dans des structures lumineuses, en fait, et ça, c'est une tour Eiffel. C'est la plus petite tour Eiffel que vous ayez jamais vue. Chaque petit point, c'est un seul atome. Et on l'a vraiment fait. C'est une expérience récente. C'est apparaître dans Nature, d'ailleurs. Et ça, c'est d'autres expériences qui ont été faites à l'ENS, mais l'idée est toujours la même, c'est ça, on utilise des systèmes quantiques extrêmement bien contrôlés au niveau de l'atome individuel, alors par des techniques que je ne vais pas expliciter, sauf si vous me demandez, et ça peut reproduire des effets d'astrophysique, hautes énergies, chimie quantique, ça c'est très important aussi, des mécanismes biologiques, des matériaux supraconducteurs. Donc l'idée est la même que l'idée naïve d'un simulateur de vol, comme on faisait autrefois, d'une soufflerie, sauf qu'on simule du quantique par du quantique. Et donc, à nouveau, alors là, il n'y a plus vraiment de qubits, c'est un peu plus subtil, mais ça passionne les physiciens. Alors, mon collègue Alain Aspect appelle ça non pas un simulateur quantique, mais un stimulateur quantique, parce que ça stimule les théoriciens à essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, après, il y a tout ce qui est cryptographie quantique, mais pour l'instant... Donc ça, vous retrouvez la petite source de Quandela, là, qui émet ces photons un par un. Donc, application en crypto, je saute parce que je vais revenir dessus dans un instant. Et puis, finalement, le truc le plus médiatisé, c'est le fameux ordinateur, le 4e. Donc là,
Il s'agit de fabriquer des ordinateurs qui calculent avec des qubits et en principe, ils ont sur certains problèmes des performances exponentiellement plus grandes que ce qu'on sait faire avec des ordinateurs classiques. Donc, il s'agit de, par exemple, factoriser. Donc ça, c'est aussi un truc cryptographique. Et puis surtout, justement, on en a entendu parler ce matin, de faire une variante quantique du machine learning qui bénéficierait en fait des double avantage du machine learning et d'être quantique. Alors ça c'est un petit peu futuriste, hein, honnêtement. Ceci dit, c'est ça qui intéresse Google. Et Google dépense beaucoup d'argent. Voilà, donc tout ça a été considéré comme un enjeu important, donc tout le monde s'y est mis. Donc public, Canada, etc., tous les pays. Mais ce qui a beaucoup changé le paysage depuis quelques années... Oui, vas-y. Il y a une question technique qui est posée, qui est bloquante pour un collègue, c'est qu'est-ce qu'un atome ultra froid? Ah, qu'est-ce qu'un atome ultra froid? Donc normalement, les atomes qui nous entourent, l'air par exemple, ils se déplacent à des vitesses qui sont de l'ordre de 400 mètres par seconde. Avec des lasers, on peut capturer des atomes et puis les refroidir, c'est-à-dire diminuer leur vitesse en fait. C'est l'énergie cinétique, c'est la vitesse, donc qui est liée à la température, 1,5 de mv2 égale 3,5 de kT, si ça évoque des choses. Donc si on baisse T, on baisse V, et quand c'est ultra froid, ça veut dire que ça ne bouge plus. Donc quand on arrive à des atomes extrêmement froids, ça veut aussi dire qu'ils se déplacent à des vitesses extrêmement lentes, et quand on piège ces atomes individuellement dans ces structures, leur température... Dans les structures jaunes, là, les machins, ça c'est Jean Dalibard qui fait ça à l'ENS, c'est des nano-Kelvin, 10-9 degrés Kelvin, donc c'est pratiquement le zéro absolu. Là c'est un peu plus chaud, c'est seulement des micro-Kelvin, mais c'est pas très chaud quand même. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont ultra froids, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont très lents et qu'ils sont pratiquement immobiles dans des pièges. Voilà, donc je reviens... Et donc, oui, ce qui a changé le paysage depuis peu d'années, en fait 5 ans à peu près, c'est que les géants de l'Internet et de l'informatique s'y sont mis. C'est-à-dire là, pendant longtemps, c'était très spéculatif, mais Google, Intel, IBM, etc., toujours les mêmes, sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, c'est avec, comme je disais ce matin, des centaines de millions de dollars. Donc, ça a un peu changé le paysage. Bon, en Europe, ça intéresse aussi des industriels, je vais en reparler. En France, c'est surtout Thales et Atos, mais aussi des PME. Je peux vous en dire plus aussi. Donc, par exemple, IBM a mis en ligne un ordinateur quantique. Donc, c'est un petit, c'est un joujou. Au début, il y avait 5 qubits et puis 20 qubits. Et maintenant, les dernières nouvelles, d'après Paul, c'est 100 qubits. Mais il faut payer. Donc, 100 qubits, on commence à faire des choses vraiment difficiles à faire par un ordinateur classique. Et donc ça c'est à Yorktown Heights, c'est à côté de New York. J'avais visité leur truc, c'est juste incroyable les moyens qu'ils ont. Mais en général, si vous voulez, c'est une petite fraction de leur labo de recherche. Voilà. Bon, donc l'Europe a réagi. Il y a eu un Quantum Manifesto il y a quelques années. Et puis, donc, l'Europe a décidé de faire un flagship, c'est-à-dire une grosse opération coordonnée académie-industrie à 1 milliard d'euros pour essayer de rester dans la course. Voilà. Donc le flagship, donc on retrouve les 4 piliers dont j'ai parlé, donc communication, calcul, simulation, métrologie. Il y a eu beaucoup de meetings, des side-level steering committee, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de questions. On vous donne 1 milliard d'euros, qu'est-ce que vous en faites? Donc il faut une gouvernance. Faut-il une gouvernance centralisée, collective, équilibrée? Comment on travaille? On partage l'argent et les financements aussi, parce que tout le milliard ne doit pas venir de l'Europe. Les États doivent aussi contribuer. Si on veut faire des trucs technologiques, il faut des infrastructures. Je vous ai dit, il y a plein de qubits. C'est un avantage et un inconvénient, parce qu'à un moment, il faut bien choisir quel est le bon. Et le jour où il faudra choisir quel est le bon, je vous assure que ça va être difficile. Parce que ça veut dire qu'il y aura des lignes de recherche qu'il faudra arrêter. L'industrie est impliquée. Donc, dès qu'il y a l'industrie, il faut parler marché, il faut parler supply chain. Dès qu'on veut faire quelque chose pour un industriel, il faut savoir où acheter les pièces détachées, en quelque sorte. Donc ça, c'est un gros problème. La propriété intellectuelle, c'est un très gros problème aussi. Plein de meetings. Et puis, finalement, un appel d'offres à 130 millions d'euros qui s'est conclu. Là, on a eu les résultats avant l'été et les projets sont en train de démarrer. Donc, il y a une vingtaine de projets qui couvrent tous les champs, y compris la basic science. Voilà. Alors là, j'en parle. La France s'est bien débrouillée. Hein. On a fait aussi bien que l'Allemagne en taux de sélection. On est à peu près à 20% de... le taux de sélection global, je ne sais plus combien il est autour de... disons que 15% à la louche, et puis la France est au-dessus du taux de sélection global et fait aussi bien que l'Allemagne. Les Anglais, normalement, font mieux que tout le monde, mais là, ils ont fait moins bien. Bref, il faut bien qu'ils payent le Brexit d'une façon ou d'une autre. Voilà.
Alors après, je voulais donner un exemple sur la crypto, mais peut-être, si, je ne sais pas si vous avez reçu des questions. Pour l'instant, il n'y a aucune question à part celle qui Il n'y a aucune question. Alors bon, je ne peux pas parler de tout, évidemment. Enfin, j'ai assez de transparent pour parler de tout, mais pas le temps pour les présenter. Donc je voulais parler de crypto quantique, parce que ce n'est pas trop compliqué, disons. Ça permet de comprendre ce qui se passe, et puis après, je dirais... Donc la cryptographie, il y a un petit folklore. Donc il y a toujours deux personnages qui s'appellent Alice et Bob, donc c'est A et B, qui veulent s'envoyer des messages secrets. Donc c'est tout le monde, Alice et Bob, c'est vous, c'est-à-dire dès que vous faites une commande à la SNCF ou achetez un billet d'avion, vous avez besoin d'envoyer votre numéro de carte bleue de manière cryptée. Et évidemment, vous ne voulez pas que ce soit partout sur le web. Donc il y a une technique pour faire, et puis il y a un espion, alors il s'appelle Eve toujours, donc c'est eavesdropper en anglais, c'est l'espion qui veut piquer votre numéro de carte bleue. Donc la technique utilisée partout s'appelle RSA, c'est ça qui est utilisé, quand il y a le S du HTTPS, ça veut dire ça. Donc l'idée c'est que donc la SNCF, incarnée par Bob, envoie quelque chose dans la nature qui ressemble à un cadenas ouvert. Alice reçoit ce cadenas, elle a son message à crypter, et donc elle chiffre son message, et ça revient à fermer le cadenas. Après, une fois que le message est chiffré, elle le renvoie dans la nature. Donc tout le monde peut avoir le cadenas fermé, mais personne n'a la clé, sauf Bob, qui bien sûr a gardé la clé. Et donc quand ça arrive chez Bob, Bob peut lire le message grâce à la clé. Alors évidemment, tout ça c'est sur Internet, donc il n'y a pas de cadenas et pas de clé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc le truc est connu depuis longtemps, donc c'est ces gens-là qui l'ont inventé. Ce qui se passe, c'est que le cadenas ouvert, c'est le produit de deux très très grands nombres, A et B. C'est des nombres qui ont des centaines de chiffres. Donc si vous avez ces deux nombres, vous pouvez calculer très vite le produit, donc vous pouvez produire le cadenas ouvert. Et le cadenas ouvert est partout et il sert à crypter, donc on peut crypter avec P, mais pour décrypter, il faut connaître A et B. Alors, on dit, puisque tout le monde connaît P, il n'y a qu'à calculer A et B. Enfin, bon, et bien ça, on ne sait pas faire. Parce que factoriser, c'est une opération algorithmique extrêmement difficile. Multiplier, c'est très facile. Factoriser pour des grands nombres, ça prend un temps, c'est des millions d'années, si vous voulez. Donc on ne sait pas faire. Et donc, c'est comme ça qu'on garantit la sécurité sur Internet. Alors, évidemment, ce n'est pas parfait. D'abord, on ne peut pas prouver que c'est sûr. C'est simplement compte tenu du meilleur algorithme disponible, c'est très difficile. Et puis, je vais vous le redire aussi, si on savait faire un calculateur quantique, le calculateur avec les fameux qubits, lui, il factorise à toute vitesse. Et donc, tout le bastring s'écroule. Voilà. Donc, alors, pourquoi c'est si important? Donc, c'est aussi un exemple. Ce qui se passe, c'est que si on prend ces algorithmes RSA d'il y a 10 ans, la taille des nombres était telle que maintenant, n'importe quel PC factorise à toute vitesse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le temps de calcul augmente exponentiellement avec la taille du chiffre qu'on multiplie. Donc progressivement, à mesure que les années passent, on augmente la taille du chiffre. Mais ça veut dire qu'un message secret d'il y a 10 ans, si vous l'avez stocké dans un coin, vous le décodez instantanément. Pour votre carte bleue, c'est pas grave, elle est périmée depuis longtemps, mais si c'est un secret diplomatique, c'est ennuyeux. Donc, si vous voulez garantir la sécurité à long terme, ce schéma est un peu... D'ailleurs, il n'est pas vraiment utilisé dans des cadres de sécurité. C'est plus qu'en public. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Alors oui, on peut faire mieux. C'est connu depuis très longtemps, mais à ce moment-là, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut que Alice et Bob aient échangé, avant de communiquer, ce qu'on appelle une clé secrète. Donc, c'est un ensemble de bits qui veulent absolument rien dire, mais qui sont, c'est complètement aléatoire, il faut que ce soit complètement aléatoire d'ailleurs, mais ils ont la vertu d'être connus uniquement d'Alice et de Bob. Alors s'ils ont ça, ça marche. Là, on sait faire des trucs extrêmement sûrs. Simplement en faisant une addition bit à bit, on a un message chiffré, et puis chez Bob, si on reprend le message chiffré et qu'on refait une addition bit à bit, faites-le, modulo 2, quoi, voilà, vous reconstituez le message initial. Donc sous condition de disponibilité de la clé, on sait faire des méthodes de chiffrage extrêmement sûres. Et en fait, si Shannon, toujours le même Shannon que ce matin, qui a fait beaucoup de choses, a montré que ce schéma était parfaitement sûr, inviolable, si la clé est complètement aléatoire, aussi long que le message est utilisé une seule fois. Donc évidemment, que va faire la méchante Eve? Elle va attaquer le canal secret, parce qu'il faut bien l'échanger, la clé. Donc il faut l'échanger physiquement, il faut la transporter, il faut la mettre dans une valise, on peut corrompre le messager, faire tout ce qu'on veut. Et donc c'est le point vulnérable de cette affaire. Donc l'idée de la cryptographie quantique, c'est de remplacer le canal d'échange de clés par un canal quantique et d'utiliser mes fameuses propriétés magiques du photon pour faire en sorte que cet échange soit inviolable. Et donc à ce moment-là, on a un schéma complètement inviolable puisqu'on échange une clé. La physique quantique garantit
qu'elle est inviolable. Et à ce moment-là, la méchante Ève, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec des outils épouvantables. Elle n'arrivera jamais à casser la clé. Voilà, c'est ça l'idée. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faut que sur ce canal quantique passent des objets quantiques, les fameux qubits dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je pourrais vous l'expliquer plus en détail, mais je vais pas vraiment vous tout expliquer. Disons dire, le point essentiel, c'est que si Ève essaye d'écouter, c'est exactement comme le photon de tout à l'heure. Elle va voir arriver des photons dont elle ne connaît pas la polarisation, et si elle essaye de les lire, elle va les détruire en général, ou bien au minimum les perturber. Si elle les perturbe, elle va créer des erreurs. Donc Alice et Bob vont détecter la présence d'Ève en mesurant les erreurs de la ligne. Donc ils mesurent en faisant un petit échantillonnage des erreurs dans la ligne, et puis à partir de ça, ils connaissent l'information d'Ève, et puis ils font des petites opérations algorithmiques qui créent une clé plus petite mais complètement sûre. Donc ils corrigent les erreurs, et en fait ce qui se passe, c'est que s'il y a des erreurs dans la ligne, il y a toujours des erreurs dans la ligne, la taille de la clé diminue, la taille de la clé est de plus en plus petite quand il y a de plus en plus d'erreurs. S'il y a trop d'erreurs, c'est plus que 11%, à ce moment-là il n'y a plus de clé. Mais si le taux d'erreur est inférieur à ces 11%, à ce moment-là, on a à la fin une clé sans erreur et totalement sûre. Voilà, c'est ça la promesse, si vous voulez, de la cryptographie quantique. Et bon, les preuves sont bien établies. Et puis après, il faut le faire marcher. Alors, le faire marcher, ça, on l'a fait. Il y a eu un projet européen, par exemple, qui s'est terminé en 2008, où on avait fait un réseau crypté sur la ville de Vienne, en Autriche. Donc, vous voyez, il y avait 7 centres sécurisés, avec un certain nombre de liens qui reliaient tous ces centres. Et puis, il y avait plein de machines. Donc ça, c'était les boîtes, en quelque sorte, de cryptage, tous les Alice Bob. Donc ça, c'est nous qui l'avions fait avec Thales, en fait, en utilisant une technologie qu'on avait brevetée à l'époque, ça s'appelle des variables continues, enfin bref. Donc toujours est-il que ça peut marcher, ça a marché, ça a été une démonstration, ça n'a pas été commercialisé immédiatement, et après le projet s'est arrêté, mais les efforts ont continué. Donc à Tokyo, ça a été refait en 2000-2015, aux États-Unis, il y a eu des démonstrateurs 2013, il y a eu beaucoup de trucs en Angleterre aussi, dans la région de Cambridge, Bristol, et puis la Chine est arrivée. Et eux, ils ont fait un réseau crypté entre Shanghai et Pékin sur 2000 km. Donc là, ils ont enfoncé tout le monde. Voilà. Alors, c'est pas... Donc après, l'histoire continue. Donc d'abord, si c'est des boîtes, c'est commercialisé. Donc il y a une compagnie qui domine un peu le marché mondial qui s'appelle ID Quantique. Il y a une compagnie genevoise, bien sûr. À Genève, il y a beaucoup de banques, beaucoup de sécurité. Donc c'est Swiss Quantum et Swiss Security. Donc vous pouvez acheter ces boîtes, c'est assez cher, hein, c'est entre 50 et 100 000 euros, et ça distribue des clés quantiques. Et puis beaucoup d'autres gens s'y sont intéressés, donc presque toutes les grandes compagnies japonaises alors eux commercialisent vraiment, mais ils sont les seuls, donc toutes les compagnies genre NTT, NEC, Mitsubishi, etc., le font plutôt en recherche interne. En Corée, il y a SK Telecom. Alors en fait, SK Telecom, vous savez ce qu'ils ont fait? Non, vous l'avez entendu dire? Ils ont acheté ID Quantique. Ils ont acheté ID Quantique. 100 millions d'euros. Parfois. Donc Australie, il y a USA, bon voilà, avec un certain soutien des grands labos nationaux. Europe hors France, British Telecom, etc. En France, on avait 2 startups, mais qui sont arrivées un peu trop tôt, qui ont fermé. Thales s'y est intéressé, aussi il y a Quandela, dont je viens de parler, puis on travaille avec Nokia actuellement. Donc ça, c'est un peu le paysage crypto-quantique international. Et puis, à nouveau, la Chine est arrivée. Parce que la Chine... Ils ont construit ces 200 km. Donc il fallait bien les fabriquer, les boîtes. Elles ont été fabriquées en Chine. Donc il y a une pléthorée de compagnies chinoises qui savent fabriquer de la crypto quantique. Alors je pense que vous connaissez, vous les ignorez presque toutes. Par contre là, vous connaissez, Huawei, il est partout. Il vient de créer un labo quantique à Munich. Et ZTE, c'est Alibaba, oui, vous le connaissez aussi, c'est l'Amazon chinois, donc ils font du calcul quantique, eux. Et ZTE, c'est un peu le Nokia chinois. Et en Chine, vous pouvez acheter ça. C'est un smartphone sécurisé quantique. On dit, bon, c'est un peu pipeau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En fait, ce que je comprends, c'est que le smartphone n'a rien de quantique, mais par contre, il peut se connecter à tous les nœuds de ce réseau. Donc, vous pouvez aller chercher de la clé quantique le long du réseau, comme on recharge sa carte bancaire, et après, vous avez une clé quantique dans le smartphone. Pardon? J'ai pas cherché le prix.
Il faut probablement payer un abonnement en plus, oui, la machine, plus l'abonnement, plus la petite carte ici qui doit connecter. Voilà. C'est comme ça que je devine leur truc, mais bon, si vous voulez, en Chine, c'est commercial. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc, une question importante que vous ne m'avez pas posée, c'est à quelle distance on peut aller? Donc en fait, vous voyez là, c'est des kilomètres, on peut aller 50, 100, 150, etc. Donc on peut aller, le record du monde, c'est 350 kilomètres dans des fibres optiques, donc en envoyant la lumière dans des fibres optiques. Mais plus on va loin, moins on transmet de bits secrets. Donc la zone réellement utilisable où on transmet des milliers, millions de bits secrets, c'est plutôt dans cette zone-là. Et puis il y a des records du monde où il faut refroidir à l'hélium liquide, etc., où on peut aller très très loin, mais en transmettant très très peu de bits. Donc en fait, c'est plutôt cette zone qui est intéressante. Et en Chine, par exemple, donc c'est 50 km, mais donc 2000 km pour faire 50, eh ben, il faut 40 sauts de puce avec des nœuds sécurisés. Donc c'est ça qu'ont fait les Chinois. Donc la méthode actuelle, c'est ce qu'on avait fait pour Sekokusi aussi à Vienne. On relie par des petits sauts de puce de 50 km ce qu'on appelle des nœuds sécurisés. Alors évidemment, à l'intérieur du nœud sécurisé, la clé est stockée, donc c'est pas sûr. Donc le nœud est vulnérable, donc c'est pas terrible. On peut faire mieux, je vais vous le dire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? D'abord, donc tout ça, c'est de la lumière envoyée dans des fibres optiques, donc en utilisant des réseaux télécoms, mais on peut aussi distribuer des clés par satellite. Et en fait, l'atmosphère, jusqu'à un satellite, absorbe moins qu'une fibre optique. Donc les 200 km pour ma fibre optique, ici, ça devient à peu près 2000 km vers un satellite. Donc si on a un satellite, le satellite peut faire le tour de la Terre en distribuant des clés secrètes. Et puis on peut faire encore mieux, même avec des fibres, c'est ce qu'on appelle des répéteurs quantiques. Donc ça, je peux vous expliquer aussi, ça utilise l'intrication, la téléportation quantique. C'est des espèces de mini-ordinateurs quantiques. Donc dans chaque nœud, on ne met pas un répéteur, je détecte et je réémets, mais on met un engin qui fait de la téléportation quantique. Et à ce moment-là, le nœud n'est pas vulnérable. Je peux en dire plus par la suite, si vous voulez. Donc ça marche. Après, l'étape suivante, c'était les satellites. Et là, rebelote, la Chine a frappé. Et en 2 ans, ils ont plié le truc. Donc ils ont envoyé un satellite qui s'appelle Missus, qui fait le tour de la Terre maintenant régulièrement, voilà, Quantum Reach. Et de 2017 à 2018, ils ont à peu près fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc ils ont distribué entanglement, c'est intrication en anglais, ils ont distribué les fameux photons intriqués. Une fois qu'on a distribué des photons intriqués, on peut faire de la téléportation, ils l'ont fait. Science, Nature. Donc ça, distribution de clés quantiques, donc c'est ce que j'ai expliqué dans Nature 2017. Après distribution, alors les gens pensaient qu'on pouvait aller simplement du satellite vers la Terre. Parce que sur la Terre, on met un gros télescope, c'est plus facile pour attraper la lumière. Mais en fait, non, ils l'ont fait dans les 2 sens. Il y a un télescope de 300 mm dans le satellite. Il faut le faire quand même. C'est pas moi, ça? Non, je crois pas. Oui. C'est les Chinois. Voilà. Ce sont les Chinois qui... Donc juste pour tout ça, c'était en Chine. Et après, ils ont fait Intercontinental. Donc, ils ont des collègues à Vienne. Donc, ce que le satellite a fait, c'est qu'il tourne autour de la Terre. Donc, c'est lui le nœud sécurisé. Donc, il distribue une clé en Chine. Il va jusqu'à Nantes-Triche. Il redistribue une clé. Et puis, comme le satellite est réputé sûr, il y a un transfert de clé intercontinental. Et ils l'ont fait. Voilà. Alors, que fait l'Europe? C'est un peu compliqué parce que tout est compliqué en Europe, mais ils y pensent. Pardon? Non, ils y pensent. Hein. Je suis allé à des réunions et voilà. Bon, voilà, ils y pensent. Donc ça s'appelle Quest, ce projet. Non, ah oui, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que cette idée-là, donc, elle a été lancée par ces gens-là. Bien sûr, elle a été lancée en Europe par des Autrichiens, en fait, que je connais aussi. C'est le groupe de Zallinger, là, c'est ceux-là, au début des années 2000. Donc, ils avaient publié toutes les idées. Donc, l'idée était connue. Mais la techno, les beamers, là, les pointeurs, les beacons, pour aligner ça au 0,1 microradian, pour qu'il y ait assez de photons qui arrivent à l'autre. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un laser qui oriente le télescope, et puis après, il y a les photons cryptés. Donc la qualité du matériel qu'ils ont utilisé est exceptionnelle. Donc là, la rumeur dit que c'est du matériel militaire en fait, qu'ils ont utilisé. C'est pas du matériel grand public. Enfin, ils ont mis le paquet et ça a marché. Voilà.
que dire encore? Et en France? Alors en France, on n'est pas inactif. Donc il y a depuis longtemps un réseau, un GDR, comme on dit pour le CNRS. Donc il n'y a pas beaucoup de sous, mais beaucoup de vie, parce que... Donc tous les domaines sont couverts et puis ça finance surtout des rencontres. Les confs sont très très bien. Ils s'organisent une conf annuelle qui est vraiment bien. Il y a plein de jeunes, c'est vivant. Mais bon, voilà. L'ANR donc, nous a donné des sous. Donc il y a eu un CES, comme on dit, un comité technologie quantique, pour la première fois cette année. En Île-de-France, alors on est relativement privilégié parce qu'on a réussi à avoir ce qu'on appelle un DIM, domaine d'intérêt majeur. Donc c'est des actions financées par l'Île-de-France, donc régionales, donc qui sélectionnent tous les 4 ans une dizaine de domaines prometteurs et ils donnent 10 millions d'euros. Donc on en a eu un pour les technologies quantiques. Donc c'est moi qui coordonne cette affaire. Donc c'est un DIM, voilà. Donc on a 100 équipes, 30 labos, 300 permanents, 201 et environ 10 millions d'euros. Donc on ne fait pas de l'arrosage uniforme, on fait des appels d'offres compétitifs. Donc il y a beaucoup de monde, mais en fait tout le monde n'est pas financé. Mais par contre le taux de succès des appels d'offres est 3-4 fois celui de l'ANR. Donc ça fonctionne assez bien en fait. Et puis ça crée... Donc ce qui est très intéressant dans ce réseau aussi, c'est qu'il y a un mélange de physiciens, d'informaticiens, de physiciens de tous les domaines, des gens qui font des atomes ultra froids, de la matière condensée, etc. Donc c'est une structure assez efficace en fait. Alors qu'est-ce que j'ai encore? Oui, on couvre tous les domaines. Donc tout ça, c'est des manips Île-de-France en fait. Donc ça c'est fait à Thales, ça c'est fait chez nous à l'Institut d'optique, ça aussi, j'ai un peu exagéré, ça c'est fait au CEA, ça c'est fait à Orsay aussi, et puis bon, on fait beaucoup de formations à l'entrepreneuriat aussi, on essaye de former les jeunes à l'entrepreneuriat. Alors il y a des appels d'offres européens, donc il y a eu un appel d'offres par exemple qui s'appelait Quantera, donc 26 projets, dont 12 avec des équipes de Cirtec. Donc ça veut dire qu'on est dans la course au point de vue sélection et on en coordonne 4. Donc on a au niveau Île-de-France, on a eu une puissance, globalement une puissance d'impact considérable. Je pense que c'est la plus grande concentration européenne dans le domaine et on couvre tous les sujets. Alors il n'y a pas que l'Île-de-France, hein, bien sûr. Ça se passe aussi ailleurs, donc en particulier à Grenoble. Voilà, donc il y a une action à Grenoble qui s'appelle Quantum Engineering University Grenoble-Alpes. Il y a aussi quelque chose vers Nice, oui, sur la Côte d'Azur. Donc là c'est des actions structurées, mais bon, après il y a d'autres labos qui travaillent, bien sûr, mais avec moins de soutien structuré. Et puis dans la plupart des IDEX aussi, par exemple, on a un IDEX à Orsay, à l'université Paris-Saclay. Donc on a une espèce d'appel d'offres interne IDEX qui finance aussi des choses, pas au niveau du DIM, mais c'est quand même satisfaisant. Voilà, alors qu'est-ce que j'avais encore? Oui, ça je peux vous le dire. Il me reste du temps ou je passe? C'est bon, oui, c'est bon. Une question qu'on peut poser souvent, c'est qu'est-ce que les industriels viennent faire là-dedans? Alors, en fait, c'est intéressant. On s'était posé la question dans Cirtec. Et les intérêts des industriels sont extrêmement variables suivant les industriels. Donc, il y a des gros industriels qui contribuent directement à la recherche. Donc, ils sont complètement dans les projets. Donc, typiquement, Thales, Atos, surtout, Sodern, surtout Thales, Atos en France. Ils sont partie prenante, si vous voulez, de tous les appels d'offres, le flagship, et ils sont financés pour faire de la recherche dans ce domaine. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu, mais moins. Donc Nokia aussi, on les a embarqués là-dedans. On a eu un projet de cryptographie avec Nokia. Après, il y a un peu la même chose, mais avec une implication plus modeste. Donc ça peut être par exemple le financement de chaires, l'implication dans des journées d'information, de formation, dans des actions de diffusion. Donc là, Safran nous a donné une chaire, par exemple. Nokia, bon, maintenant on travaille avec eux. Sistran, c'est pareil, c'est une compagnie d'informatique. Donc ça, c'est 2. Après, 3, c'est intéressant. Il y a beaucoup de petites startups qui contribuent en fait au matériel high-tech dont on a besoin. Parce que pour faire marcher ces trucs, il faut du matériel high-tech. Et donc, par exemple, ça peut être de l'ultra-vide, des couches minces, de la cryogénie, beaucoup de cryogénie, des dispositifs intégrés, de l'optique dédiée, des lasers, etc. Et là, il y a toute une nébuleuse de petites startups qui sont impliquées dans ces... Alors, à titre divers, je peux vous donner des détails aussi. Donc, bon, par exemple, celui qu'on connaît très bien, c'est Mucan. Ah ben, Mucan, je l'ai mis là, en fait. Mais enfin, vous voyez, c'est peut-être des noms que vous connaissez.
Et puis le dernier, c'est des startups vraiment quantiques qui vendent des choses vraiment quantiques. Donc il y a ID Quantique, dont j'ai parlé déjà, qui est suisse et maintenant acheté par les Coréens. Et Mucans, qui est à Bordeaux, en fait, qui vend des gravimètres et qui est impliqué dans pas mal de... C'est très bien. En fait, en France, c'est une réussite technologique. C'est la start-up quantique qu'on cite tout le temps. Et je connais bien les gens qui sont là-bas. Bon, ben, c'est le dernier. Donc, pour résumer tout ça, donc, il y a toutes ces applications possibles. Donc, c'est un ensemble qu'on appelle technologie de rupture, pour faire high-tech, dans un contexte international très actif. Il y a des perspectives très stimulantes, là, pour la science, la technologie et l'innovation. Les équipes françaises, ma foi, s'en tirent pas si mal que ça, compte tenu, mais enfin, je vous dis, face à une concurrence qui est vraiment devenue un petit peu hors norme. On est sorti de la concurrence académique un petit peu, et donc ça change un peu le paysage. Ça, c'est le site web de Cirtec. Et ça, c'est le site web du flagship qui se vante d'avoir le site web le plus court de tout le web. C'est qt.eu. quantumtechnology.eu. Et ça, c'est leur logo. The future is quantum. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe.